Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre l'émission Point de vue. Le coût de la vie, la création d'emplois et de richesses, le développement économique et social, ce sont là les défis sur lesquels le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye attend le secteur privé national. Alors, que peuvent-elles apporter ces organisations patronales? Qu'attendent-elles de l'État? Quelles sont les contraintes liées à la performance et la compétitivité de notre économie? Ce sont là quelques questions, éléments de réponse avec notre invité du jour, un homme d'affaires, un architecte connu et reconnu, président du Club des investisseurs sénégalais, Pierre Goudiaby Atepa. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Je vous taquinais tout à l'heure pour vous dire que ça faisait presque... Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas chez vous, mais en fait je me réjouis d'être là devant vous. Et pour amener peut-être quelques précisions et quelques clarifications sur le rôle du secteur privé. Ok, on ira dans le fond des sujets essentiels, mais on va évacuer cette polémique, ce débat, après l'audience que le président vous a accordée. Certains disent que les vrais acteurs n'étaient pas au palais. Bien, je crois qu'il y a du vrai peut-être là-dedans, mais je pense personnellement que tous les vrais acteurs étaient là. Ils étaient tous représentés. Il est vrai qu'il faudrait peut-être que nous revoyions un peu l'organisation globale des acteurs du secteur privé. Quand je vois par exemple que vous avez des organisations qui se chevauchent, pour ne pas dire qu'ils font presque la même chose. Quand je prends une Aqua ISL, une Aqua Authentique, une Aqua, etc., je pense qu'on a intérêt à regrouper toutes ces organisations-là. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il y en a trop. Chacun fait son travail. Il y en a qui s'occupent de commerce. Nous nous occupons d'investissement. Ce n'est pas la même chose. Il y a le patronat, parce que nous faisons partie du CNP, mais nous ne sommes pas le patronat. Nous, au Club des investisseurs, nous sommes des investisseurs. Nous sommes purement secteur privé. Donc, oui, il y a certainement une réorganisation à voir. Il y a aussi les organisations de consommateurs qui font partie du problème. Et qu'il faut peut-être... voilà. Il faut les consulter, mais les consommateurs ne sont pas des acteurs actifs du secteur privé. Bien sûr. Ils consomment. Oui. Nous sommes censés réguler et organiser et investir pour orienter l'économie du pays. Donc pour nous, effectivement, il y en a qui n'étaient pas invités, mais j'estime que ceux qui étaient là représentent peut-être 80% du secteur privé. Bref, alors la vie chère, c'est visiblement la première urgence. Le gouvernement travaille sur ce plan d'urgence opérationnelle attendu dans quelques jours. Alors quelles sont les solutions, d'après vous, Club des investisseurs, pour véritablement baisser les prix, par exemple, des denrées de consommation au Sénégal? Bien, vous permettrez d'abord que je remercie Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés dès les premiers jours de leur exercice. Ça veut dire qu'ils ont compris, en tout cas qu'ils souhaitent, que le secteur privé national, sénégalais, joue son rôle. Pour nous, c'était très important qu'on nous réunisse, encore une fois, dès les premiers jours pour nous écouter, ce qui a été fait, et également pour que nous puissions savoir où ce nouveau gouvernement veut nous mener. Je dois dire qu'après la rencontre, nous sommes plus que satisfaits. Parce que d'entrée de jeu, le président de la République a défini le cadre d'intervention. Il souhaite effectivement que le secteur privé national puisse jouer sa partition, puisse accompagner le gouvernement dans sa vision ou dans ses visions. Nous aussi, nous sommes rassurés de savoir que ce régime-là nous fait confiance et nous demande ce qu'il doit faire pour accompagner le secteur privé.
qui encore une fois devrait être le fer de lance du développement. Très bien. Ceci dit, il faut voir les choses peut-être en 3 phases. Il y a des urgences. Il faut trouver du travail aux gens tout de suite. Il y a l'organisation globale de l'économie du pays qui prend du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que les uns et les autres soient un peu plus patients. Il y a le long terme qui devrait, à mon avis, nous sortir et de la pauvreté et du sous-développement. Donc le court, le moyen et le long terme. Le court, le moyen et le long terme. Pour le court terme, je crois que, pour répondre à votre question, c'est ça. Le problème que nous avons, c'est que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous achetons ce que nous ne transformons pas. Donc la solution, c'est de consommer ce que nous produisons. Et comment le faire? À tous les niveaux. D'abord, pour ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, il faut que l'agriculture sénégalaise s'organise pour que nous n'ayons pas à importer notre alimentation. Et c'est ce que nous essayons de faire au Club des investisseurs. Nous avons créé le CIS Agro pour nous atteler à cela. Okay. Et ça, c'est le moyen terme. Ça, c'est même le court terme, le terme immédiat. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut que nous le fassions. Et nous sommes heureux de voir que le nouveau ministre de l'Agriculture nous écoute et qu'il a déjà commencé à travailler avec le secteur privé, qu'il connaît très bien, pour que nous voyions comment nous organiser autour de ça. Pour le moyen et le long terme, il faut nous organiser pour avoir des filières que nous puissions suivre, telles que l'industrialisation. Vous avez l'industrialisation, vous avez également et surtout le numérique. Parce que l'avenir du monde est sur le numérique. Vous le voyez aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, ça, c'est vrai. Vous travaillez sur ce que vous considérez comme plus ou moins un court terme, mais je veux dire, l'urgence de cette question relative à la baisse des prix, on n'a pas pratiquement le choix. Ou bien s'il y a une solution, vous le dites carrément, puisqu'on a une économie extravertie, vous venez de le dire. Comment y aller? Comment faire en sorte que les Sénégalais aussi, à ce moment-là, sentent que l'État est en train de faire quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut subventionner? Est-ce qu'il faut renoncer à des taxes, etc.? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à mon avis, faire un peu de tout dans l'urgence pour voir, comment baisser le coût des denrées. Oui. Et ensuite et surtout voir comment, encore une fois, nous organiser pour que nous puissions produire ce que nous consommons. Ça peut ne pas prendre du temps si nous sommes bien organisés. Organisation et méthode, disait Senghor, organisons-nous, et je suis heureux que lors de l'audience que le président de la République nous a accordée, que les uns et les autres aient décidé d'aller dans ce sens-là. Mais c'est très compliqué. D'accord. Alors l'emploi, c'est un autre problème, une autre question complexe. Également une priorité. On le répète souvent, l'État crée les conditions et il vous appartient en tant qu'investisseur, en tant que privé, de créer des emplois. Pourquoi, selon vous, on n'y arrive toujours pas? Est-ce que c'est les politiques en œuvre qui posent problème, ou alors est-ce qu'on a un problème de performance et de compétitivité de notre secteur privé? Il y a un peu de tout là-dedans, mais il y a d'abord que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons eu cet entretien-là avec le président et monsieur le Premier ministre, nous avions comme l'impression que le secteur privé national était laissé pour compte.
Notre économie, si vous regardez bien, est tournée vers des acteurs qui sont là, mais qui ne sont pas sénégalais. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, pratiquement, vient de l'extérieur. On ne nous a pas associés, on ne nous a pas assez associés à l'économie de notre pays. C'est très complexe. Nous, ce que nous prônons, c'est que nous puissions nous accompagner pour que nous puissions, nous associer aux partenaires extérieurs et qu'on nous mette dans la place où nous devons être, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Vous avez eu tous les grands chantiers. Vous avez vu les grands chantiers de l'État. Je ne nommerai pas de nationalité. Je dirais simplement que nous, il y a presque 50 ans, nous avons fait un bâtiment, un immeuble de 23 niveaux, sans aucun élément extérieur. On était tous des Sénégalais. À part le père Riquetti, qui venait de son Italie natale, à part lui, tous étaient des Sénégalais. Aujourd'hui, même pour faire un hangar, on nous écarte et on prend les étrangers. J'ai rien contre, moi-même je travaille à l'étranger. Mais il faut que, et ça nous a rassurés, l'audience que nous avons eue avec le président nous a rassurés, parce que c'est lui-même qui nous a dit qu'il voulait que nous soyons le fer de lance de notre économie. D'ailleurs, quand il a fait l'introduction, après on s'est dit, bon, on peut arrêter la réunion parce qu'on a vu un leader qui comprend et qui souhaite que nous prenions notre place, toute notre place dans l'économie de notre pays. Encore une fois, c'est à nous maintenant, puisqu'on nous fait confiance, de démontrer que nous sommes dignes de cette confiance-là. Donc, mais en quelque sorte, par rapport à, enfin, contrairement à ce que beaucoup disaient, à l'argument qu'on donnait en tout cas, vous êtes, secteur privé national, en mesure de réaliser plutôt les projets d'envergure. Mais bien sûr, parce qu'on ne nous fait pas confiance. Les gens prennent de très mauvais exemples pour vous dire, oui, quand on donne aux Sénégalais, ils ne terminent pas le travail. C'est absolument faux. Ils donnent aux Sénégalais qui, peut-être pour la plupart, ne sont pas experts en ce qu'ils font. On a le fameux, je ne citerai pas d'exemple concret, qu'on donne à des gens qui ne sont pas des professionnels. Et qu'est-ce qui se passe? On vous donne un marché, on vous donne l'avance de démarrage, puisque c'est des combines, c'était des combines et j'espère que ça va s'arrêter. On vous donne l'avance de démarrage, vous êtes obligé de donner 80% de l'avance de démarrage à quelqu'un d'autre, il vous reste 20%, 30%, vous ne pouvez pas faire de décompte, on vous retire le marché, et bon, après on vous dit que non, les Sénégalais. Il ne faut pas qu'on oublie que ce sont les Sénégalais qui ont construit, je donne l'exemple d'un pays comme le Gabon. Nous-mêmes, il y a 30 ans, 35 ans, nous avons construit Malabo. C'était que des Sénégalais. Comment pouvons-nous exercer, comment pouvons-nous presque exceller à l'étranger et ne pas exceller chez nous? Et je pense que les nouveaux dirigeants ont compris cela. Et encore une fois, on se réjouit du fait que oui, notre gouvernement nous fait confiance. Mais c'est un exercice également compliqué, parce qu'il ne faut pas que nous vivions en autarcie. On ne peut pas dire le secteur privé sénégalais, bon, voilà, vous allez aller seul, c'est pas possible. Le monde est un monde d'ouverture. Il nous faut organiser des partenariats gagnant-gagnant, dans le vrai sens du terme. Vous savez, nous, au CIS, nous invitons depuis un an les ambassadeurs des pays frères, des pays amis qui sont là, pour leur dire que nous souhaitons travailler la main dans la main avec leur secteur privé. Parce que qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? C'est d'État à État. Souvent, on ne nous appelle pas. Or, même l'Occident, si je prends le G7 s'est organisé pour que nous ayons une ligne de crédit de plus de 600 milliards de dollars. Mais ces lignes de crédit, si je viens tout seul, le groupe Atepa, je veux toucher à ça, je ne peux pas. Il faut que je m'organise avec une entreprise du G7 pour que nous voyions, voilà, nous allons développer des cases, des cybercases. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec vous pour que vous ameniez le matos et que nous puissions venir avec l'expertise locale.
C'est ça qui manquait jusqu'à présent. Donc oui, c'est incontestable, l'État doit pouvoir s'appuyer sur son secteur privé en tant que fer de lance, mais on doit quand même reconnaître avec vous qu'il y a un problème avec le secteur privé national, du moins en termes de moyens et de poids. Est-ce que les critiques qui sont souvent faites ne doivent pas aussi être prises en compte? Est-ce que vous n'avez pas intérêt, par exemple, à vous regrouper, etc. On a souvent fait la remarque aussi à ce niveau-là. Oui, vous savez... Vous avez des problèmes, il faut le reconnaître, non? Oui, qui n'a pas de problème. Nous avons des problèmes, mais nous apportons des solutions à nos problèmes. D'abord, il faut savoir que le problème, il est global. Vous ne pouvez pas, si vous ne créez pas de la richesse, avoir un secteur privé performant. Donc, pour nous, c'est comment créer la richesse. Vous ne pouvez pas créer la richesse si vous ne vous basez pas, si vous ne prenez pas ce que vous avez pour le transformer. Encore une fois, il s'agit de transformer, encore transformer, beaucoup transformer, toujours transformer. Je veux vous donner des exemples très concrets que je donne toujours, mais j'espère que maintenant les gens commencent à comprendre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la possibilité de transformer toutes les matières premières sur lesquelles nous pourrons mettre la main. Et l'exemple qui va, à notre sens, faire de notre secteur privé une vraie locomotive de développement, c'est de structurer nos interventions. Nous avons, par exemple, au CIS et avec d'autres groupes, initié, encore une fois, cette fameuse route de l'acier et de l'aluminium, qui va faire qu'avec l'énergie que nous allons avoir, nous allons pouvoir transformer les matières premières des pays limitrophes, ou des pays voisins, ou des pays membres de la CEDEAO. C'est extraordinaire. Nous ne pouvions pas le faire il y a une dizaine d'années, ce n'était pas possible. Mais depuis le pétrole et le gaz, c'est possible. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, secteur privé? Nous avons demandé, et j'espère que nous allons l'obtenir, que des partenaires puissent venir. Nous venons avec les matières premières qui sont les nôtres, en négociant, par exemple, avec le gouvernement pour que le gaz qui est là nous soit donné avec une certaine décote pour nous permettre de l'avoir à bon marché et de transformer les matières premières des pays qui nous entourent. Ça veut dire quoi? On a des cas très précis. Si nous prenons le fer, vous prenez 2 tonnes de fer, nous allons l'acheter. Nous avons commencé, nous, secteur privé sénégalais, et je reviendrai là-dessus, nous allons nous-mêmes acheter le minerai. Nous allons nous-mêmes voir comment racheter notre gaz. D'accord. Et à la fin de la journée, nous allons non seulement créer des emplois, mais nous allons surtout créer de la richesse. À la fin de la journée, si vous ne créez pas de la richesse, vous allez distribuer la pauvreté. Et c'est là où je vous dis qu'il faut que les gens soient un peu patients, qu'il faut de la structuration, qu'on sache exactement ce qu'on veut et comment on va le faire. Et la très bonne nouvelle, c'est que nos dirigeants l'ont compris, en tout cas les nouveaux, l'ancien aussi, mais ils n'avaient pas bougé. Et les nouveaux, en tout cas, je suis sûr... Ils ont compris quoi? Pardon? Ils ont compris quoi? L'utilité d'industrialisation du Sénégal. Okay. Ils l'ont compris, ils ont même écrit, mais il n'y a pas eu d'effet. Et cette fois-ci, puisque nous pouvons commencer, nous avons déjà, pour ce projet-là, et c'est le secteur privé national, nous avons déjà identifié plus de 1800 hectares pour développer le projet. Parfait. Maintenant, vous le dites, et on le reconnaît, on le sait, vous avez 50 ans pratiquement d'expérience dans votre domaine, dans les affaires, avec des preuves un peu partout en Afrique. J'ai lu même quelque part que vous allez faire bientôt un pont en Sierra Leone avec des partenaires chinois. Donc ça veut dire que, évidemment, le privé national a besoin de s'ouvrir. Là aussi, vous le reconnaissez. La question, c'est aujourd'hui, avec le club des investisseurs du Sénégal, on a des dirigeants qui sont là,
qui ont un projet, un référentiel de politique économique et sociale. Qu'est-ce que vous apportez comme contribution? Par exemple, dans un domaine aussi stratégique que l'agriculture. Je donne un exemple. Oui, notre contribution, d'abord, il faut qu'on révise un peu la manière de faire. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans nos interventions dans le domaine agricole. Je prends un exemple que tout le monde connaît, de Dengler. Je pense que là, il y a eu peut-être des problèmes de communication, parce qu'au fond, ce que... Ça, c'est le foncier, là. Oui, mais c'est l'éternelle question. Tant que vous ne l'avez pas réglé, vous n'avez pas réglé le problème. Tant que vous n'avez pas réglé le problème du foncier. Donc, pour répondre à votre question, nous avons créé le CIS Agro. Nous nous sommes retrouvés entre membres du CIS pour créer ce que nous avons appelé CIS Agro, pour nous adonner à l'agriculture tout de suite et la moderniser. Nous avons dans ce cadre, dans ce sens, par exemple, discuté avec le ministre Mabouba pour lancer immédiatement ce que nous avons appelé les autoroutes de l'agriculture. Ça veut dire quoi exactement? Prendre le premier exemple que nous prenons, c'est Ila Touba. Vous avez sur plus de 180 km, à droite et à gauche, vous avez les emprises de l'autoroute qui ne servent à rien jusqu'à ce qu'on vienne peut-être demain, après-demain, dans 15 ans, 30 ans, élargir l'autoroute. En attendant, toutes ces servitudes-là, 1 kilomètre à droite, 1 kilomètre à gauche, nous avons l'ambition de mettre les jeunes au travail en les organisant tout au long de l'autoroute. Déjà, ça veut dire que nous avons déjà le foncier qu'il faut. Il y a également que dans le cadre du foncier, ce que nous essayons de faire, c'est d'organiser les paysans pour qu'ils ne vendent plus leurs terres, qu'ils ne les louent pas. Nous leur disons, venez, créons des structures ensemble. Nous allons vous regrouper pour que votre apport soit la terre qui est la vôtre. Nous, nous apportons le financement, nous apportons la technologie, nous apportons le know-how. Et nous allons faire des sociétés avec eux, avec les paysans. Donc, encore une fois, c'est une question d'organisation, pour ne pas dire de réorganisation. Et nous appelons de tous nos voeux les états généraux de l'agriculture ou pour voir comment nous devons faire pour changer la donne. Encore une fois, il y a eu beaucoup de mauvaise communication nous concernant, pour prendre encore une fois l'exemple d'Engler, et je salue au passage M. Ngom, qui a été un incompris. Mais ça, la très bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé d'aller voir les paysans, y compris ceux de Dengler, pour mettre les choses sur la table et voir comment nous pouvons nous entendre pour bâtir. En citant Dengler et faisant référence aux emprises de l'autoroute, vous entendez quoi? Régler ce problème du foncier? Non, l'emprise de l'autoroute, ça veut dire qu'on n'aura plus de Dengler, on n'a pas de problème, parce que là, nous voulons travailler avec l'agence La Géroute pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'emprise que vous avez et qui ne sert à rien. Ça, je suis allé à Touba, c'est en venant de Touba, j'ai dit, mais toute cette terre-là qui ne sert à rien et qui est déjà disponible. Donc, nous voulons des terres disponibles sans problème. D'accord. Mais ce que vous voulez mettre en œuvre là, est-ce que c'est en phase avec la doctrine de souveraineté alimentaire qui est développée et pensée par le président de la République, par exemple? Mais c'est non seulement ça, mais c'est exactement ça. Nous lui donnons le moyen d'arriver à cette souveraineté alimentaire. Nous lui en donnons les moyens. Parce que vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde. Encore une fois, si vous n'avez pas sécurisé le foncier, ce n'est pas possible. Nous, déjà, on a des membres qui ont déjà sécurisé le foncier, en discutant notamment avec les paysans. Cela dit, nous voulons également qu'il y ait un partenariat dans le cadre des autoroutes, par exemple, même avec l'armée. Il faut que nous sachions comment utiliser notre armée, puisqu'on est en temps de paix, grâce à Dieu, pour pouvoir les insérer dans cette dynamique-là. Si vous voulez créer 1 million d'emplois, et c'est possible, le nouveau ministre qui est très actif
dans les réseaux, et je lisais ce matin ce qu'il avait envoyé, nous pouvons créer sans aucun problème 1 million d'emplois dans le domaine agricole. Pour peu, encore une fois, qu'on y associe. Mais là également, il faut aller plus loin. Vous savez que, vous avez vu ce que nous a apporté la guerre en Ukraine. Nous n'avions même pas d'engrais. Or, nous avions ici au Sénégal, vous le savez, nous avons les ICS, nous avons produit des engrais bien avant l'OCP. Et aujourd'hui, l'OCP est 100 fois plus puissant que nous dans la production d'engrais. On n'en produit pas. Ce qu'on produit, c'est les ICS. Et là également, il faut qu'on revienne, nous, pour nous réapproprier ce qui est à nous. Les ICS, il faut qu'on se batte, qu'on discute avec eux pour que ça revienne aux Sénégalais. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe n'est pas normal dans beaucoup de secteurs. Et grâce à l'apport, en tout cas grâce à l'appui et la grande compréhension des autorités, nous savons que nous allons nous mettre à table pour voir comment nous réapproprier ce qui est à nous. Pour régler cette question essentielle des engrais, c'est effectivement complexe. L'agriculture, c'est un secteur qui peut être développé, mais avec beaucoup de composantes. Il y a l'engrais, il y a le foncier que vous évoquiez tout à l'heure, mais il y a aussi l'eau. C'est tout un ensemble. Mais quand on a parlé de l'autoroute de l'agriculture, d'ailleurs, on a ajouté et de l'eau. Oui. Parce que les solutions existent. C'est parce qu'on ne s'est pas mis sérieusement à table pour voir, notamment dans le cadre de la coopération avec les autres bailleurs de fonds. Et là, vous me permettrez de donner une mention spéciale à AFD. Je le dis toujours en anglais. L'Agence française de développement. AFC. AFC. Ils ont décidé de nous accompagner. Nous avons eu une demi-douzaine de rencontres avec eux parce qu'ils veulent remettre le secteur privé national au cœur de leurs actions. Nous avons, par exemple, et c'est concret, nous avons donné à Monsieur le Président de la République une série d'une douzaine de grands projets que nous avons au sein du CIS pour plus de 6 000 milliards de francs, pour lesquels nous sommes en train de mobiliser le financement. Nous avons par exemple été en Arabie Saoudite, où nous avons pu, avec les autorités locales, négocier 50 milliards de francs CFA pour l'Afrique, desquels nous pouvons prendre une partie pour développer les projets dont je vous parle. Ils ont pour nom d'abord la pétrochimie. Vous savez que, et c'est ces grands projets-là qui vont nous sortir de la pauvreté. Vous savez qu'il y a 40 ans, on devait faire ce qu'on avait appelé à l'époque Cœur Fara Pahlavi. Et là, encore une fois, il y a 40 ans, le président Senghor, paix à son âme, et le Shah d'Iran, avaient décidé de faire un hub pétrochimique ici au Sénégal. Parce que, je le disais quand j'ai taquiné la politique, quand je faisais ma campagne électorale il y a 5 ans, que le pétrole, c'est bien, mais que les crayons de nos enfants, c'est du pétrole, le rouge à lèvres de nos dames, c'est du pétrole, etc. Les dérivés du pétrole, c'est ça la véritable richesse du pétrole. Donc, nous allons développer un complexe pétrochimique pour 2 milliards de dollars. Ce sont et c'est acquis. Un grand projet, ça. Nous allons, par exemple, dans le même ordre d'idées, développer une raffinerie d'or. Omar, ce n'est pas normal que nous exportions plus de 18 tonnes d'or par an et que nos bijoutiers, qui sont les meilleurs du monde, aient à aller à Dubaï pour racheter l'or. Ce n'est pas normal. Et ça fait partie de nos projets. Nous allons développer également l'aquaculture marine. Parce que jusqu'à présent, l'aquaculture que nous faisons, c'est dans des étangs. Nous, en prenant encore une fois l'exemple de l'Arabie Saoudite, nous allons développer l'aquaculture à 200, 300, 400 mètres de nos côtes, qui sont déjà là. Et le premier projet va démarrer incessamment sous peu. Il y a d'autres projets que nous avons dans le pipe. Nous allons, par exemple, avec nos tailleurs,
avec l'association des tailleurs, il y a une première association que nous avons identifiée, faire ce que nous avons appelé Cotton City. Et nous sommes en négociation très poussée avec un Sénégalais que vous connaissez, qui est M. Jaber, à qui appartient la moitié de Sodefitex. Il est prêt à mettre ça sur la table pour que nous réalisions Cotton City. Cotton City, c'est quoi? C'est prendre le coton, faire des filatures, aller jusqu'au costume et utiliser là également plus de 10 000 emplois. Ce sont ces projets structurants-là. Ce sont des investissements importants, d'envergure, voilà, très ambitieux, mais est-ce que véritablement ils sont en phase avec ce que veulent faire aujourd'hui les nouveaux dirigeants, le président Bassirou Diomaye Faye? Mais c'est plus... Alors, je vais vous raconter une anecdote, le président me permettra de le faire. Il m'a dit, mais doyen, est-ce que vous avez vu que quand j'ai serré la main du président de Guinée, j'ai donné mes 2 mains? Lui, il ne sait pas pourquoi. Moi, je sais que c'est parce que j'ai besoin de sa bauxite pour que nous puissions faire de l'aluminium à partir du Sénégal. Ça veut dire que non seulement il l'a compris, mais il l'a déjà intégré. Le Premier ministre lui-même, il y a 5 ans, quand il est venu assister au lancement de nos fameuses routes de l'acier et de l'aluminium, il nous a dit, écoutez, il l'a dit publiquement, le seul projet pour lequel je suis prêt à m'asseoir avec Macky Sall, c'est pour développer ce projet-là. Donc on est en phase. Très bien. Maintenant, la balle est dans notre camp. Et c'est la raison pour laquelle, sachant que le premier problème, c'est le foncier, nous avons pu sécuriser 1800 hectares pour démarrer les travaux. Et c'est pour cela que je demande encore une fois aux Sénégalais d'être patients. Les choses ne se passeront pas du jour au lendemain. C'est un débat d'ailleurs, parce que l'opérationnalisation du projet que porte le président de la République aujourd'hui est discutée. La question est simple, il y a un gap entre une promesse électorale et les réalités de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, la réflexion est différée et on aura dans quelques mois certainement une idée claire de ce projet-là. Mais le projet, nous le connaissons. Le projet, c'est de nous sortir du sous-développement. Mais il y a des passages obligés. Un des premiers passages, c'est la lutte contre la corruption. Vous ne pouvez pas développer un pays dans la corruption. Et je sais de quoi je parle. C'est pas possible. Et que les nouvelles autorités s'engagent déjà à éradiquer la corruption, c'est déjà un pas extrêmement important. Deuxièmement, il faut avoir une vision. Et le projet est une vision. Maintenant, la vision, encore une fois, il faut que les gens soient patients et il faut également que les Sénégalais, que nous apprenions à être disciplinés. Vous ne pouvez pas développer un pays dans l'anarchie. Si vous n'êtes pas discipliné, ce n'est pas possible. Je prends un seul exemple. Regardez maintenant les motocyclistes. Jakarta et autres. Jakarta et autres. Il faut les discipliner. Prenons un exemple. Quid du port du casque seulement. Vous décidez que vous leur donnez 2 semaines, ou 3 ou 4, pour que chaque motoriste ou motocycliste puisse avoir un casque. Mais ils ne le feront pas. Et on ne sévit pas. Donc, si vous n'avez pas, encore une fois, de la discipline, et si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avez des problèmes. Par la grâce de Dieu, ceux qui nous dirigent savent où ils veulent aller. C'est à nous de les accompagner, nous, le secteur privé d'abord, en apportant des projets comme ceux que je vous ai décrits sur la table et en voyant avec eux et nos partenaires extérieurs comment nous organiser pour aller de l'avant et pour, encore une fois, créer de la richesse et par-delà, créer des emplois. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de corruption dans le même ordre d'idée, c'est dans le même chantier, la bonne gouvernance économique et financière. On assiste ces derniers temps conformément aux instructions des autorités, la publication des rapports des corps de contrôle comme l'OFNAC. Comment vous l'appréciez?
Écoutez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sauf qu'il faut... il ne faut pas qu'il y ait d'exception. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait, comme ça s'est passé jusqu'à là, hein, il faut dire la vérité. Jusque-là, il y a des gens qu'on poursuit, il y a des gens qui sont protégés. Il ne faut pas de protection. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et ne pas cibler des gens, notamment dans le secteur privé, auxquels on refuse de donner des contrats d'État parce qu'ils sont de tel ou tel bord. Il faut que ça s'arrête. Donc l'OFNAC n'a qu'à faire son travail. Il y a également que les gens ont commencé à dire, à lancer des alertes. Oui. Là aussi, il faut faire attention. C'est un problème là aussi. Il faut faire Il faut attention. l'organiser, quoi. Il faut l'organiser et surtout, celui qui fait une alerte qui n'est pas vraie, que la personne soit sanctionnée. Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Ça va être de la délation. Ça va être de la délation. Oui. Nous n'avons pas le temps de ça. Nous n'avons pas le temps. Il faut rectifier, il faut corriger ce qui s'est passé. Encore une fois, quand on construit un immeuble, je ne parle pour personne, que j'aurais pu construire, une société sénégalaise bien organisée aurait pu faire ce fameux building-là, pour ne pas le nommer, à 20 milliards. On est à 50 milliards pour une réfection. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc, oui, l'OFNAC, oui. Et il faut que les gens soient honnêtes, fassent les choses honnêtement. Honnêtement. Ouais. Et c'est possible. Et tant qu'on n'aura pas ça non plus, on ne pourra pas se développer. Reddition des comptes pour tout le monde, quoi. Absolument. Bien. Alors, on vous a... C'est connu, là aussi, on vous a entendu pendant la crise que notre pays a traversée il y a quelques mois, en position de médiateur entre le président Macky Sall et le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. C'est vrai, aujourd'hui, ce que vous avez souhaité, on y est, même si à un moment donné, vous avez souhaité quand même un report de l'élection présidentielle. Dans tous les cas, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer. D'abord, je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont contribué, qui ont parlé aux uns et aux autres pour que nous puissions arriver à ce dénouement heureux. Pour répondre à la fin de votre question... Vous avez souhaité que ça soit Ousmane Sonko? Non. Oui, j'avais souhaité un report parce que pour moi, le candidat idéal était Ousmane Sonko. Parce que c'est lui que j'ai connu. Je l'ai connu plus que mon nouveau président Diomaye. Et c'est avec lui que j'ai travaillé pendant pratiquement 5 ans. Et ce que je disais, c'est que j'avais préféré à l'époque, mais je continuerai à vous dire pourquoi j'ai dit j'avais préféré, que ce fut Sonko. Et pour moi, en glissant de quelques semaines pour que Ousmane Sonko soit candidat, parce qu'au fond, c'est ce que beaucoup de gens souhaitaient, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. J'en ai parlé à Sonko lui-même, qui m'a dit « Mais tonton, tu n'as rien compris, ma personne n'est pas importante. C'est le projet. Je suis architecte, je sais ce que c'est qu'un projet, mais ma réponse à lui, c'est dit « Bon, si tu le penses comme ça, on verra bien. » Il se trouve qu'effectivement, il avait raison sur moi. Parce que à la fin de la journée, on se retrouve avec 2 personnes qui représentent le projet. L'un que nous commençons tous à beaucoup apprécier. Déjà à sa prestation de serment, on a vu que c'était un monsieur, j'allais dire un garçon, mais un monsieur qui était très bien élevé, et ça compte dans nos traditions. Quand j'ai vu que Aminata Mbengue venait, qu'elle avait quelques soucis, le président nouvellement élu s'est déplacé pour aller lui tendre la main. Ça, c'est des gestes qui sont importants. Et ce jour-là, j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être Ousmane Sonko avait raison sur moi. Il se trouve également qu'après 3 semaines, quand on voit les actes qui sont posés par l'un et par l'autre, on se dit, bon, voilà une force tranquille
dont nous avions besoin. L'autre, l'un, c'est un turbo, et l'autre, c'est une force tranquille. Oui. Je pense que c'est un duo extraordinaire, encore une fois, pour mener ce projet-là. Vous savez, quand quelqu'un m'a critiqué une fois, je lui ai dit, écoute, moi, je fais partie du projet, comme beaucoup de Sénégalais. Donc, nous avons également un devoir de vigilance pour que le projet que nous avons souhaité, que nous avons accompagné, puisse se faire effectivement. Parfait. Et nous nous attelons à ça. OK. Maintenant, vos relations avec le président Macky Sall. Quelqu'un me disait, mais il faut demander à M. Atepa pourquoi un bâtisseur comme lui n'arrivait pas à s'entendre avec quelqu'un quand même qui a, sur le plan physique, bilan matériel, a fait beaucoup de choses. Pourquoi? Mais parce que le bilan physique et matériel n'est pas tout. Vous savez, Nelson Mandela, je ne me souviens pas qu'il ait inauguré un hôpital ou une autoroute. La morale dans tout ce que nous faisons est extrêmement importante. Et les engagements que nous prenons sont importants. J'ai accompagné comme j'ai pu le président. Il m'a demandé de l'accompagner au début de son magistère. Je l'ai fait. Mais je suis un homme libre. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Et je le lui ai dit. Ceci dit, j'aime bien le président Macky Sall et il le sait. Bon, je ne reviens pas sur nos péripéties, nos différentes péripéties. Ça va devenir de l'histoire. Mais j'aime bien Macky. Et c'est comme ça. Mais vous aviez un choix. Vous avez, mais quand il y va de l'intérêt de mon pays, je n'ai pas d'amis. Parfait. C'est comme, on parlera peut-être, on aura le temps de parler de la corniche. J'ai perdu 80% de mes amis à cause de la corniche. Quand j'ai des principes, je n'ai pas d'amis. Ouais. Mais allons-y pour la corniche, justement. Qu'est-ce qui vous dérange sur la corniche? Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Je vais d'abord vous faire un aveu. Oui. Moi-même, et je prends souvent l'exemple de l'apôtre Paul qui, comme chacun sait, persécutait Jésus avant d'en être son apôtre. C'est le président Senghor qui m'a fait la leçon. Parce que je voulais faire une petite maison sur la corniche à Yoff. Ici opposé, il m'a appelé. Il m'a dit, Pierre, le domaine public est pour le public. Le littoral, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit voir la mer. Tout le monde qui veut se baigner doit pouvoir aller se baigner. C'est depuis ce jour-là que j'ai été conscient de ça et j'ai dit que j'allais prendre de mon temps pour protéger le littoral. Mais est-ce que ce n'est pas un combat perdu? Parce qu'aujourd'hui, sur la corniche, on voit des hôtels, on voit des aménagements privés. Mais c'est pas perdu parce que j'attends, en tout cas nous attendons, nous les défenseurs du littoral, le Premier ministre Sonko sur ce qu'il a dit. Moi j'avais dit, vous savez la perle, nous avons créé la perle, qu'il allait tout raser. On ne peut pas tout raser, c'est pas possible. Oui, mais au moins déjà, vous savez qu'ils ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche, depuis avant-hier, et je m'en réjouis personnellement. Tout est arrêté, tout est stoppé. Tout. Pour faire les états. Pas les aménagements entamés par l'État sur la corniche. Ça, non, ça c'est pour le public. Ça, c'est pour le public. Ouais, ça, c'est différent. Ouais. Et ça fait partie des choses dont je me réjouis. Oui. Vous savez que quand ils ont commencé, moi, ma bagarre, c'était justement ça. On avait même fait des plans qu'on a mis gracieusement à la disposition de l'État pour ça. Donc, ces aménagements-là, oui, c'est pour tout le monde. Mais, Omar, vous savez ce qui se passe? Je le dénonce depuis 40 ans, 35 ans. Les gens vont acheter un terrain qui vous appartient parce que le domaine public maritime, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, pour votre épouse, vos enfants, votre papa, etc. On le prend. On l'achète à 2450 francs le mètre carré. 2450 francs le mètre carré. On se fait octroyer un bail. On prend le même terrain. On s'organise pour le faire déclasser.
Le déclassement, c'est quand vous prenez un bail, pour faire court, et vous le transformez en titre foncier. Ils prennent ce titre foncier-là, ils l'amènent à la banque. Oui. La banque leur donne l'équivalent d'au moins 1 million le mètre carré. Ils le vendent, ils le revendent à 1,5 million le mètre carré. C'est scandaleux. Ça, au dos du citoyen. Parce que nous, quand on était jeunes, pour prendre l'exemple que je prends toujours, qu'il veuille m'en excuser, du Terroubi, on allait nager là-bas. Aujourd'hui, si vos enfants veulent aller nager, il faut qu'ils casquent 15 000 francs chacun pour pouvoir aller nager. Donc, en clair, vous êtes contre les aménagements privés, c'est-à-dire les constructions privées qui se font sur le littoral. Nous sommes contre les aménagements. Aujourd'hui, il y en a beaucoup quand même. Il y en a trop, il y en a beaucoup. Il faut qu'il y ait des hôtels. Attendez. Est-ce que véritablement ce combat que vous menez, voilà. Non, la vie d'un pays, vous savez, c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans. Si on commence aujourd'hui, croyez-moi, dans 5 ans. Mais prenez l'exemple du roi du Maroc. Il a fait détruire 400 immeubles qui étaient sur le littoral, plus proche de nous. Mon ami Alassane Ouattara, il a dégagé tout ce qu'il devait dégager. Il faut avoir le courage de le faire. Les hôtels, c'est différent. Il faut un aménagement concerté. Nous avons offert, nous, pour donner l'exemple, nous avons offert la porte du millénaire pour montrer ce qu'un aménagement devait être. Et nous avons également offert des plans d'aménagement à l'État. On peut vous les montrer plus tard. Nous leur avons dit, voilà un exemple de développement. Parce que vous allez au Maroc, encore une fois, pour prendre cet exemple-là, si vous allez sur la corniche de Casa, c'est extraordinaire. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Alors, les gros malins qui vous prennent votre littoral et qui le marchandent, il faut que ça s'arrête. Il y a des choses qu'on ne pourra pas démolir. Mais nous avons suggéré qu'il y ait, par exemple, des taxes de privilège littoral. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand vous faites un immeuble qui a vue sur mer, les locations ou la vente est augmentée d'au moins 30%. Ces 30%-là, au lieu qu'ils reviennent au moins à la municipalité. Donc voilà notre combat et nous pensons que nous allons le réussir. Alors, un mot pour terminer sur le président Senghor. Un patrimoine universel à ne pas marchander, vous dites. Je revoyais le texte que vous avez publié là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? On ne doit pas payer pour avoir ce qui appartient à Senghor? Nous sommes victimes d'un marchandage qui ne peut pas durer. Je vais vous expliquer pour le camper très rapidement. Notre cher président a légué ses biens à son épouse, qui malheureusement, qui est décédée, je crois, une dizaine d'années après lui, qui elle-même n'ayant pas d'héritier, parce que son fils unique est décédé, comme vous le savez, Philippe, l'a légué à sa sœur, qui elle-même n'a pas d'héritier, et qui l'a légué à sa voisine, ou en tout cas une dame qui s'occupait d'elle. Moi, j'estime que les biens m'appartiennent plus, à moi, Sénégalais, parce que certains de ces biens, on a donné ça au président Senghor en sa qualité de chef d'État. Donc, j'estime que certains de ces biens-là me reviennent, moi, citoyen lambda. Donc, ce que je dis, ce que j'ai proposé, c'est qu'on demande à cette dame-là tout ce qu'elle a. Si on peut l'acheter, on l'achète, mais que le marchandage s'arrête. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que... Demain, elle va nous sortir l'épée. Après-demain, elle va nous sortir la toque Et ça ne va pas s'arrêter. L'État sera obligé chaque fois d'acheter. Après-demain, ça sera les chaussettes de Senghor. Il faut arrêter. Mais dans tous les cas, c'est un patrimoine de sa famille, n'est-ce pas? Vous savez, ça n'appartient pas à... Non. Un chef d'État d'un pays, quand il va quelque part, il va par exemple au Japon, et l'empereur lui offre un cadeau d'1 million de dollars, c'est pas pour lui, c'est en sa qualité de chef d'État qu'on le lui a offert. Vous savez, dans les démocraties plus avancées, quand vous avez un cadeau qui dépasse 100 ou 200 dollars, ce n'est pas à vous, c'est ce que vous représentez.
Donc ce marchandage-là, il faut que ça s'arrête. Ouais. On a bien fait d'avoir acheté une première fois. Vous savez que cette dame-là a vendu un tableau de Soulages à 1,5 million d'euros. Ah oui? Oui, 1 milliard de francs CFA. Et là, il y a des Picasso de Senghor. Il en reste encore. Hein? Mais bien sûr, il y a un Picasso, etc. Okay. Enfin, bref, je pense que nos autorités ont bien fait de demander un report de la vente pour négocier, je l'espère, globalement. On lui donne 500 000 $, 1 million de dollars ou d'euros, mais que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer. Qu'elle donne tout, quoi. Et puis on en parle. Et qu'on voit comment réorganiser le musée Senghor. Et je parlais d'ailleurs, juste avant de venir, avec mon ami Bozio, Gérard Bozio, qui était le conseiller culturel du président Senghor, et qui a également, lui, des biens de Senghor qu'il veut mettre gracieusement à la disposition de l'État du Sénégal. Ah. Merci beaucoup, Pierre Goudiaby. Merci, mon cher Omar. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dimanche prochain.